celle de Marc-Vivien Foé, foudroyé lors de la Coupe des Confédérations à Lyon. Ou plus récemment, Antonio Puerta, mort sur la pelouse du stade de Séville. Dans les deux cas, les autopsies n'ont pas éclairé les circonstances de leur décès qui restent pour le moins mystérieuses. Toutes ces morts de footballeurs sur le terrain, est-ce qu'il y a une visibilité vraiment au niveau d'un dopage évident ou on en est encore qu'à l'état de suspicion de dopage? Par rapport aux morts dans le football, effectivement, c'est difficile d'affirmer pour deux raisons. C'est que l'autopsie, comme les contrôles antidopage, n'est pas capable de dire qui se dope et qui ne se dope pas. Sauf, effectivement, quand Simpson est mort sur les pentes du Ventoux, on a fait une autopsie dans la foulée, on a trouvé dans les viscères des amphétamines. Mais si, comme aujourd'hui, les dopants sont des cures, et le jeu, c'est d'arriver au contrôle négatif, donc vous êtes également à l'autopsie négatif, puisqu'on ne retrouve rien dans votre urine et dans votre sang. Donc vous êtes aussi négatif. Donc qu'est-ce qu'ils vont constater à l'autopsie? Que vous avez les artères bouchées? Que vous avez le cœur malade? Qu'est-ce qui l'a provoqué? Rares sont les joueurs qui brisent l'omerta du football. Jean-Jacques Edli, ancien joueur de la grande équipe de Marseille, fait partie de ceux qui ont osé rompre ce silence plus que pesant. Après avoir été mêlé à l'affaire du match truqué au MVA, il vide son sac et dénonce les pratiques douteuses de son club lors de l'épopée qui mène les Marseillais vers un titre de champion d'Europe en 93. Elle est belle, non? Ça vous plaît pas, vous? Moi, je la trouve ravissante. J'ai essayé de l'avoir un petit peu à la maison pour la bichonner. Au cœur de ces accusations, son président Bernard Tapie. Est-ce que vous avez été sollicité à l'OM plusieurs fois pour prendre des trucs? Oui. Proposé par le staff médical en catimini, quoi, discretos. Mais aussi à la mi-temps, quand nos deux grands chers dirigeants de l'OM de l'époque passaient avec sa petite boîte, comme un pépé avec des petits-enfants, donnaient un petit bonbon, quoi. Oh bah, c'est tout simple, hein, quand vous êtes dans un vestiaire à préparer vos équipements, en train de vous habiller, en train de vous préparer pour le match. À un moment donné, nous avons été interpellés et invités, mais même, je dirais, on a insisté aussi pour que tout le monde se dépêche à venir prendre cette piqûre dans les fesses. Et puis c'est vrai que je me suis retrouvé derrière 4-5 gars, quoi, à la finalienne, comme j'ai dit, à la queue leu. Oh, le terme a été repris plusieurs fois, a fait rire beaucoup de monde, mais je vous promets que quand vous êtes dans le vestiaire, quand vous êtes concerné avant une finale de Coupe d'Europe, vous n'êtes pas fier du tout. Alors en tous les cas, il y en a un qui n'a pas voulu le faire parce qu'il s'est révolté dans sa langue natale, c'est Rudy Voller. Et peut-être qu'un ou deux n'ont pas voulu ou l'ont pas fait, tout simplement. Mais on va dire que 90% des joueurs sont passés à cette piqûre. Oui. Mais enfin, j'ai appris par la suite que c'était de la mésothérapie. C'est très intéressant parce que soit certaines personnes ne connaissent rien à la médecine, ou soit on a voulu encore une fois prendre les gens pour des imbéciles. En tous les cas, si ça avait été que de la... Non, la vraie question, c'est... puisqu'il y a eu un contrôle derrière qui était négatif, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y avait dedans, quoi, parce que je voudrais toujours savoir ce qu'il y avait dedans. Les sensations que j'ai ressenties étaient inhabituelles, donc forcément, ce produit a provoqué quelque chose dans mon métabolisme. Maintenant, je voudrais quand même toujours savoir ce qu'il y avait dedans, quoi. Bernard Tapie a toujours démenti de telles pratiques. Mais sa plainte pour diffamation contre Edli n'a pas abouti. En 1999, l'Olympique de Marseille joue à nouveau une finale de Coupe d'Europe. L'OM se fait étriller 3-0 par une équipe de Parme, curieusement en état de grâce. À cette époque, l'entraîneur marseillais, Roland Courbis, accuse après le match les Italiens de s'être dopés. 6 ans plus tard, une vidéo amateur circule sur le net et semble lui donner raison. Elle a été tournée dans une chambre d'hôtel la veille de cette fameuse finale. Elle déclenche un véritable scandale en Italie. On y voit Fabio Cannavaro, une des stars de Parme, se faire une injection. Fabio Cannavaro, le capitaine de l'équipe d'Italie, champion du monde 2006. En 99, il est dans une chambre d'hôtel, le jour de la finale, et il y a un médecin, c'est ce qu'il dit, qui est en train de lui faire une perfusion
et il dit même le nom du produit, du néoton. Alors qu'est-ce que c'est le néoton? C'est de la créatine injectable. Rien à voir avec la créatine en poudre dont on nous a bassiné pendant une période hein, avec le rugby et même le football, et Zidane. Rien à voir, même si Zidane aussi a pris du néoton. Il l'a avoué lors des audiences devant le juge. Le néoton, c'est injectable, c'est pas en comprimé ni en poudre. Et c'est destiné en réanimation cardiovasculaire. Alors, expliquez-moi comment un footballeur de ce niveau avait besoin d'une réanimation cardiovasculaire pour jouer une finale, où il avait vraiment besoin de cette réanimation et il devait être dans un hôpital, où il n'avait pas besoin, il est en train de se doper. Donc il est en train d'essayer d'améliorer ses performances. On va avoir des cas isolés, bien entendu, qui seront pris. Mais qu'on ne me dise pas qu'on va faire des contrôles qui sont affirmés dans le football. Vous connaissez, vous, le nom du dernier footballeur contrôlé positif? Non. Voilà. Celui d'un cycliste célèbre reconnu positif. Par contre, le mois dernier, vous le connaissez. Le jour où les footballeurs de très haut niveau tomberont parce qu'ils sont positifs, on pourra peut-être dire qu'il y a certains progrès. Il y a eu des Coupes du Monde de foot sans le moindre contrôle sanguin, que sur le Tour de France, il y a des contrôles sanguins quasiment tous les matins, il y en a des centaines à la fin du tour, au bout des 3 semaines, et qu'à l'arrivée, le résultat n'est pas forcément le même, assez naturellement. Mais il faut savoir que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, le seul sport où il y avait des contrôles antidopage efficaces, c'était le vélo. D'accord, dans les années 60 et dans les années 70. C'est le cyclisme. À juste raison, il y avait certainement de l'abus. Donc on a mis en place des contrôles. Mais à partir du moment où on fait des contrôles, on attrape des positifs. Si dans d'autres sports, on ne fait pas de contrôle, on n'a pas de positifs. Et pourtant, tout n'est pas aussi simple. La multiplication des contrôles a également des effets pervers. En 1999, suite aux affaires de dopage dans le vélo, le Comité olympique international décide de créer l'année suivante l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Son rôle, imposer à toutes les fédérations tous les contrôles mis en place, sous peine d'exclusion de toute compétition. Mais comme on l'a vu avec l'affaire Balco, cela ne règle pas tout pour autant. Même si l'AMA affiche une volonté de fermeté, les contrôles ne sont pas fiables à 100% et du coup, ils produisent des résultats inattendus. Il faut savoir quand même deux choses. C'est qu'il y a des substances indécelables, d'accord? Il ne faut pas être grand clair pour deviner que les sportifs vont dans ces substances. Donc vous pouvez avoir 300 contrôles négatifs pour Armstrong et dopé tout le temps. Vous pouvez avoir 160 contrôles pour Marion Jones et dopé tout le temps. Vous pouvez avoir 119 médailles pour l'Allemagne de l'Est entre 68 et 88. Pas de contrôle positif et tout le monde sait qu'ils étaient archi-dopés. Voilà. Donc les contrôles ne font que labelliser propre les vainqueurs. Les contrôles antidopage sont la meilleure caution au dopage. Un athlète qui se dope fait valoir qu'il est l'athlète le plus contrôlé au monde et qu'il n'a jamais été contrôlé positif. C'était le cas de Marion Jones qui, forte de plusieurs contrôles négatifs, clamait haut et fort que ses performances étaient propres. I have truthfully answered every question asked of me under oath by the government and the federal grand jury during the Balco investigation. Une Américaine qui vient de se repentir, si vous regardez ce qu'elle prenait comme molécule, vous allez retrouver les stéroïdes anabolisants, vous allez retrouver de l'EPO, vous allez retrouver de l'hormone de croissance, vous allez retrouver de l'insuline. C'est dans son dossier judiciaire, elle n'a jamais été prise positive. La France se veut précurseur dans cette chasse aux tricheurs. Pour cela, elle a mis en place ce que l'on appelle le suivi longitudinal, plus communément appelé passeport sanguin. Les athlètes se voient désormais obligés de se soumettre à plusieurs prises de sang. Les résultats, une fois comparés, laisseront apparaître ou pas la prise de produits dopants. De plus, les athlètes sont obligés de communiquer leur programme d'entraînement, doivent y figurer des lieux et des dates à respecter scrupuleusement, sous peine de se voir sanctionnés. Quand, au fur et à mesure de la réalisation de contrôles et des résultats des analyses, on pourra constater que ces résultats sont soit supérieurs à la fourchette haute, soit inférieurs à la fourchette basse, donc là, on pourra considérer qu'il s'est passé quelque chose qui a transformé ces deux paramètres. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un apport extérieur d'un produit, sûrement dopant, qui a transformé ces paramètres.